Bienvenue sur Saga Ancestrale. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter par la légende. Si cette histoire apaise votre esprit, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. N'oubliez pas la cloche pour ne rater aucune vidéo. La légende du jour est l'histoire secrète des États-Unis, la véritable épopée américaine. C'est parti. Le feu dansait dans la nuit claire du désert, répandant autour de lui un cercle tremblant d'aube et de braise. Le vieil Akawista se tenait assis, immobile sauf pour la respiration lente de son ventre, sa longue chevelure blanche voletant au caprice du vent. Autour de lui, ses petits-enfants étaient rassemblés, les yeux brillants dans la semi-obscurité. Aucun ne parlait. Un respect profond pesait sur chacun d'eux, et jusqu'au hibou, dans le lointain, se taisait, comme pour mieux entendre. Le chaman, une main serrant son bâton décoré d'osselets et de plumes, commença à psalmodier des mots anciens, issus du fond des mondes. Ses paroles étaient ondulantes et basses, roulant sur la terre comme le tonnerre dans les vallées. Les enfants fermèrent les yeux, laissant leurs pensées se détacher, et les rêves voguaient sans contrainte. C'est ainsi, dans l'intimité silencieuse de la communauté, que l'on transmettait le passé. Avant le souvenir des pierres bâties et des sentiers marqués, avant même que les sables ne s'amoncellent dans les canyons, vivaient les premiers peuples. Ils n'avaient que le souffle des forêts, la fraîcheur des rivières et le pain du soleil pour se nourrir. Chaque aube était neuve, chaque crépuscule, une promesse. On croyait alors que les montagnes communiquaient aux CR leur joie, leur peine et leur frayeur. C'était une ère où l'on ne séparait pas l'homme de l'herbe, ni la pluie du taureau qui la paissait. Ceux qui existaient alors connaissaient le langage de tout ce qui respire. Les bisons recevaient leur gratitude avant d'offrir leur vie, le flocon de neige était un présage autant qu'un chant. À travers les plaines, de l'ouest des Rocheuses jusqu'au marécage du Mississippi, résonnait une harmonie discrète. Les visages de la communauté variaient, leur lien avec la nature était innombrable. Certains se disaient enfants du coucher de soleil, d'autres de la rivière qui ne tarit jamais. Et pourtant, tous partageaient la conviction, transmise dans de longues veillées, que leur monde était tissé par l'invisible. Un matin où le ciel, miroitant de brume, semblait hésiter à se découvrir, un enfant naquit avec un souffle différent. On l'appela Oanzé, celui qui chemine dans l'ombre. Il avait les yeux sombres et grands d'enfant surpris, et une étrange gravité, même dans ses jeux. Dès qu'il sut marcher, on le vit s'égarer, s'éloigner du campement, suivant des traces qu'aucun pied n'avait imprimées. Quand il revenait, il portait dans ses mains des plumes rares, des cailloux où la lumière changeait, des graines d'une couleur que même les anciens trouvaient mystérieuse. Akawista, déjà alors marqué par la vieillesse, surveillait Oanzé d'un œil attentif. Un soir, lors d'une cérémonie, alors que les flammes du foyer léchaient le ciel, Oanzé s'approcha, un silence dense autour de lui. Il tendit au vieux chaman une plume entièrement blanche, comme taillée dans la brume. Et dans le cœur des Akawista grandit la certitude que cet enfant portait en lui un message des temps à venir. Dans ces temps premiers, les gens ne bâtissaient pas de murs. Les habitations étaient tressées d'herbes hautes ou creusées dans l'écorce tendre des montagnes. On priait avant chaque chasse et l'on contait aux nouveau-nés les légendes du coyote farceur et de l'oiseau tonnerre, afin qu'ils n'oublient jamais que la frontière entre la réalité et le rêve est fine. Les peuples savaient que les étoiles, en haut, disposaient d'un alphabet secret. Chaque nuit, ils lisaient dans leurs mouvements la suite des saisons, le retour du saumon dans les rivières, le passage des troupeaux. Un matin pâle, un vieillard arriva, vêtu d'une tunique si usée qu'elle évoquait l'écorce. Il avançait, penché, porteur d'un souffle fragile, mais un feu brûlait encore dans ses yeux. On l'accueillit sans question. Chez les premiers peuples, chaque étranger portait un fragment du monde à raconter, et rien n'était plus sacré que l'inconnu. Le vieil homme confia qu'il venait du sud, où le soleil danse avec la poussière, là où un clan a vu un grand cercle de flammes fendre le ciel, laissant derrière lui un goût de métal et de peur amère. Akawista consulta les anciens.
Tous s'accordèrent sur le sens de cette apparition. Le monde vieux portait les prémices d'un bouleversement. Les nuits suivantes furent agitées. Les chiens gémissaient, les oiseaux tourbillonnaient follement avant de se cacher. Oanzé, sans mot dire, erra longtemps hors du cercle du village avant de revenir, les bras vides et l'âme lourde d'un savoir inaccessible. Ce fut lors de la lune du sang, lorsque la lumière nocturne devint rubis sur la terre rouge du Nouveau-Mexique, qu'arriva la première prophétie. Akawista, l'œil mi-clos par la fatigue, sentit tout à coup la brûlure glacée d'une vision. Il se dressa, tremblant, et parla d'une voix qui ne semblait pas la sienne. Ils viendront, porteurs d'un feu qui ne s'éteint jamais, venus du ventre insatiable du large. Leur souffle déplacera les forêts, leurs mots briseront les champs. Mais dans la tempête, une part de nous survivra. Ceux qui dansent avec le sable, ceux qui écoutent les pierres, n'oublieront pas le premier rêve. Les villages, cette nuit-là, s'éveillèrent dans la crainte. Beaucoup s'interrogèrent sur la nature du feu éternel. Leur propre feu, si précieux les soirs de tempête, mourait d'un souffle mal placé. Quel genre de pouvoir était-ce que celui qui ne s'éteint jamais? Mais le temps, dans ces terres, glisse comme les herbes sous le vent, lent, patient, respectueux du cycle. Les saisons passèrent. Les enfants d'alors devinrent parents, puis grands-parents, veillant toujours à transmettre l'histoire de la prophétie. Parfois elle changeait. On ajoutait un oiseau doré venu de l'Est, ou le sillage d'un navire de pierre. Mais toujours le feu restait. Parmi les jeunes qui grandirent avec la prophétie, Oanzé devint un homme. Il parlait peu, mais ses actions avaient la clarté et l'autorité de la rivière lors de la fonte des neiges. Il alla partout où l'on disait le monde mystérieux. Il grimpa les mésas, s'aventura dans le labyrinthe des grottes, suivit le vol du faucon jusqu'au désert de cendres. Lors de ses voyages, il rencontra d'autres tribus, aux langues gutturales, aux coutumes étranges mais familières, liées elles aussi aux souvenirs d'un ailleurs. Une nuit, dans l'ombre d'un bosquet de peupliers, Oanzé rencontra une femme d'une beauté farouche. Ses yeux étaient couleur de torrent après l'orage. Elle dit s'appeler Pitok, qui veut dire « brise sur la montagne ». Elle aussi avait vu en rêve le feu qui ne s'éteint pas, et elle portait sur sa poitrine un médaillon d'argent, ciselé de motifs inconnus. « Tu sais, dit-elle à Oanzé, les rêves ne naissent jamais seuls. Le vent du sud m'a parlé d'hommes à la peau si pâle que la lune en pâlirait, arrivant sur des maisons flottantes. Mais j'ai vu aussi un enfant de la terre rouge portant la mémoire de tous ceux qui l'ont précédé. » Oanzé, troublé, caressa la plume blanche qu'il gardait toujours à sa ceinture. Le chant de la rivière s'intensifiait autour d'eux, comme pour souligner chaque mot prononcé. Ils passèrent la nuit à parler des signes aperçus, des présages qui s'accumulaient, et il lui confia la prophétie reçue jadis par le grand Akawista. Au fil des saisons, Oanzé et Pitok apprirent à reconnaître les indices de la transformation qui rôdait. Parfois, à l'aube, une brume persistante recouvrait les collines, et le ciel semblait traversé par des cicatrices opaques, des traînées qui n'auraient jamais dû exister dans un monde ordonné. Des oiseaux migrateurs changeaient brusquement de route. Des tribus anciennes parlaient de l'arrivée d'un animal jamais vu, un chien énorme à la gueule d'ombre, accompagné de voix inconnues. À chaque nouvel indice, la mémoire des premiers peuples se fortifiait, engrangeant des mythes, des poèmes, des rituels. Dans les grottes, les murs se couvraient de peintures racontant étoiles et bêtes monstrueuses, silhouettes aux bras levés vers la lumière de l'Est. Les enfants jouaient à imiter ces arrivants rêvés, en se parant de plumes et de bois légers. Les anciens, eux, scrutaient l'horizon, inquiets mais décidés. Certains clans parlaient même d'une société secrète, les gardiens est du souffle, dont le rôle premier était de veiller à la transmission de la prophétie, et surtout de préparer à la venue de l'inéluctable. Chaque génération, dans l'intime d'une grotte ou le secret d'un rivage, jurait de ne jamais oublier le fil de leurs origines, de cacher sous la terre ou dans les racines d'un arbre foudroyé des talismans porteurs de mémoire. Le cuivre,
la turquoise et la plume d'aigle devinrent les symboles de ce serment muet. Une jeune fille du clan de la Rivière Noire reçut un rêve particulier. Elle se vit flotter au-dessus des plaines, portée par un immense oiseau noir dont les ailes formaient une tente sur le monde. De là-haut, elle aperçut des formes mouvantes approcher du rivage, leurs regards empreints de doute et d'envie. Ce rêve traversa la tribu comme un souffle glacial. L'oiseau fut interprété comme l'esprit même du continent, prêt à abriter, mais aussi à juger, ceux qui poseraient le pied sur sa terre. Les anniversaires de la prophétie étaient célébrés en silence, parfois d'un simple caillou blanc posé au bord d'un torrent, parfois d'une mélodie grave murmurée à la voûte d'une grotte. Les plus vieux, les mains ridées posées sur leurs genoux maigres, souriaient pourtant en songeant à la résilience de leur lignée. Sous la pâleur du matin, l'écume froide vinague Armand et songe des hommes égarés entre deux mondes. Les barques espagnoles gisaient, creusant le silence de leurs proues dans les rivages inconnus. Nul oiseau pour célébrer leur arrivée, nul souffle que celui du vent marin qui, pesant et retenu, effleurait les silhouettes dans une brume épaisse et salée. La tasse du large s'était refermée derrière eux. Leur retour, déjà, n'était plus qu'un souvenir hypothétique, une vapeur suspendue entre les lèvres du passé et l'abîme des abords inconnus. Il fallut attendre que la brume, comme une soudaine clémence, glisse lentement et dévoile le monde sur lequel ils s'étaient échoués. Des arbres tordus se tenaient là, dressés en silence, leurs feuilles vibrantes sous le souffle nerveux du ponant. La terre exhalait une odeur de musc et de soufre, de promesses et de menaces indistinctes. L'équipage, épuisé par la mer, tenta de dompter le souvenir de la traversée. Chacun, dans la lumière hésitante, s'efforça de graver les contours d'une nouvelle chance, persuadé, ou tentant de l'être, que la fortune attendait au creux de chaque vallée, au sommet de chaque colline empanachée de brume. D'abord, ils s'avancèrent en silence, leurs bottes marquant dans la boue de la côte de longues empreintes fantomatiques. Derrière eux, la mer reprenait déjà son mouvement de recul, tirant sur les coques des galions comme sur des jouets laissés à l'abandon. Hernán de Ruda, capitaine discret, observa un instant le rivage avec le regard flottant de ceux qui pressentent la certitude d'un adieu. À ses côtés, Rodrigo, le cartographe, griffonna nerveusement quelques lignes sur un parchemin gorgé d'humidité. Les autres, blessés par la traversée, hésitaient entre la hâte de poser le pied sur une terre enfin stable et la suspicion étrange qui leur glaçait les os. Mais il n'y eut pas de rejet immédiat, pas de flèches surgissant de la forêt, pas de silhouette au loin. Simplement la solitude, un espace immense et tentant, prêt à absorber leur marche et peut-être à la récompenser. La première nuit venue, ils dressèrent un campement éphémère à l'orée des hautes herbes. Le feu peinait à prendre, l'humidité gagnait. Hernán surveilla ses hommes partager le maigre butin du navire, du pain tassé, un reste de vin, quelques amandes. Les visages, accablés par la fatigue et l'indécision, ne se tournèrent pas vers lui, comme si la nuit elle-même était le vrai chef de l'expédition. Des ombres, minces et inquiètes, jasèrent du passé. Sous la couche des paroles feutrées, surgissaient des noms de cités qu'ils avaient laissés derrière eux, des promesses de trésors, de vengeance, de revanche. Ce fut Rodrigo, le cartographe, qui le premier aperçut la lumière. Tandis qu'il s'enfonçait seul à l'aube sous prétexte d'observer la côte, il perçut au loin, entre deux troncs, un éclat doré qui brillait là où la logique n'avait rien placé la veille. Son cœur s'accéléra. Il se pencha, traça de nouveaux repères, s'assura que la tangente du soleil indiquait bien le sud-est. Puis sa peur le rattrapa. Il revint précipitamment au camp, le souffle court, le regard fiévreux. Il y a quelque chose, dans la forêt, souffla-t-il à Hernán. Une lumière, comme de l'or, mais impossible. Tenez, la marque du soleil, là-bas, sur les grandes pierres. Hernán plissa les yeux, sa confiance fissurée par le doute et l'espérance. Il hésita à éveiller ses hommes, mais la rumeur d'une découverte, même la plus incertaine, était faite pour courir plus vite que les misères. Bientôt,
Une poignée d'entre eux suivit Rodrigo, arpentant le sous-bois, glissant sur les racines humides, s'accrochant aux lianes épaisses qui pendaient en rideaux lourds. En marchant, ils entrèrent dans une symphonie étrange, où chaque craquement semblait devancer leur présence comme une promesse tardive. Le chant des insectes gonflait, sonorité inconnue, et la lumière, filtrant à travers le dense feuillage, reproduisait au sol une dentelle de rayons éclaboussés. Les explorateurs progressaient, aimantés, se ruant vers l'inexplicable. Au bout d'une heure de marche, ils virent enfin ce que Rodrigo pressentait. Un tumulus de pierres plates, couverte de lichens dorés et de mousse, trônait dans une clairière trempée de lumière. Un escalier rudimentaire menait vers un plateau recouvert d'une pellicule translucide de substances jaunes et brillantes. L'un des hommes, Muñoz, s'agenouilla et grattant du bout du doigt, remonta un éclat. De l'or, pur et brut, incrusté dans la roche. Un murmure d'effroi et d'admiration les traversa. Ils s'approchèrent, paniers de cuir tendu, doigts fébriles. L'ambition avait éteint la peur. Pourtant, quelque chose clochait, malgré la richesse étalée, malgré l'immobilité sacrée du monument, les pierres semblaient observer. Hernan, prudent, ordonna d'attendre. Son regard glissa sur l'ensemble de la structure, sur les motifs usés par le temps, les rainures à l'encre de vieille civilisation. À la base du tumulus, une pierre plus sombre attira son attention. Il s'en approcha et découvrit un symbole gravé, un œil enfermé dans un triangle. Les lignes étaient profondes, nettes malgré les morsures des années. « Voyez, dit Hernan à ses hommes en pointant le dessin. Ce n'est pas un hasard. Ils sont venus avant nous et ils ont veillé. » Les explorateurs se turent, le poids du silence alourdissant la scène. Les oiseaux fuirent soudain les cimes. Un vent, tombant de nulle part, tourna entre les branches, hurlant bas. Si ce signe nous observe. Peut-être que d'autres aussi. Ce fut le début de leur obsession. Le groupe campa près des pierres, explorant chaque fissure, bravant le jour comme la nuit pour en extraire la moindre parcelle d'or. Des discussions, des querelles éclatèrent sur la répartition du butin. Certains voulaient rapporter la nouvelle au campement sur la plage, d'autres voulaient s'enfoncer plus loin, vers ce qu'ils imaginaient être la véritable cité. Pourtant, plus ils creusaient, plus la terre leur crachait non plus de l'or, mais des fragments de poterie, des ossements étrangement disposés, des tessons marqués du même symbole, un œil triomphant en son triangle. Les jours passaient, se confondant dans l'épaisseur de cette jungle qui, chaque nuit, resserrait son emprise. Une étrange maladie prit alors les hommes. Fièvre au sang le pouls, cauchemar où la forêt s'animait, griffant le malchanceux de ses racines. Certains se perdirent, appelés par des échos, des voix sans source. Le matin, on retrouvait des traces dans la boue, sans suite, revenir au bateau, quitter cette terre avant de tomber, un à un, dans l'oubli. Mais on retrouva les galions, à l'aube, béants et éventrés, comme rongés de l'intérieur. Les coques, vides, tanguaient dans une marée d'écume sale, abandonnées au courant. Pas de traces de lutte, mais des cordages rompus, des compartiments dépouillés. Les explorateurs comprirent, terrifiés, qu'ils n'avaient désormais plus de refuge derrière eux. Dans les jours qui suivirent, des ombres rôdèrent autour du camp. Rodrigo les aperçut le premier, des silhouettes minces, rapides, entre les arbres. Des visages peints, des bras tendus, des gestes étranges. Les Espagnols s'armaient, criaient, tentaient de les pourchasser. Mais chaque course se soldait par un vide, l'impression d'avoir, à peine atteint le pas, échoué à saisir ce qui n'était qu'un leurre. Au fil du temps, l'espoir de découvrir la cité d'or devint obsession maladive. Hernan, fiévreux, scrutait la moindre pierre, interprétait le moindre grincement de liane, le moindre vol d'insectes, comme signe guidant vers la fin du mystère. Les cartes de Rodrigo ne montraient que des cercles, des spirales, rien de rectiligne ni de prévisible. On aurait cru un piège, une boucle ne renvoyant qu'à elle-même.
Ce fut une tempête, que nul ne vit venir, qui précipita le destin. À la faveur des torrents d'eau, une partie de la forêt glissa, découvrant un chemin de pierre plate, luisante, qui menait à une vaste structure enfouie à demi dans la terre. Un escalier monumental surgit du sol, et une arche, recouverte de glyphes, accueillit les hommes hagards. Là, la rumeur de la cité dorée cessa d'être rêve. Le soleil frappait sur des dalles recouvertes d'or mat, des murs sculptés de silhouettes à l'œil triangulaire. Des bassins d'eau limpide reflétaient leur propre crainte. À l'intérieur du sanctuaire, des fresques racontaient, en images muettes, l'histoire de bâtisseurs oubliés, dont la dernière trace sur la pierre, toujours, était ce même œil vibrant de sa présence. Quand vient la fin du jour, quand l'horizon s'enroule de feu, il y a des moments où le silence lui-même paraît attendre. C'était en ce temps où l'on murmurait, près des rivières et dans les camps de fortune, qu'au-delà de chaque colline ondulée s'étendait un territoire comme personne n'en avait vu. Les pionniers, porteurs de lampes ternes et de rêves lourds, se rassemblaient aux abords de l'ombre, là où les sentiers n'étaient que des filigranes tracés par les sabots de bêtes sauvages. Chacun portait en lui un fil criard, le désir de l'inconnu, la peur de l'étrange, la certitude infime qu'il existait quelque chose, quelque part, qui attendait. Quand Lydia Mater, la veilleuse du vieux convoi, s'éloigna des feux pour la première fois, elle sentit immédiatement la différence dans l'air, une fraîcheur paisible au creux du soir, mais autre chose sous-jacent, autrement réel, un chuchotement vibrant qui coulait dans les herbes hautes. Elle s'arrêta, retenant son souffle, étonnée de voir, juste au-dessus du canyon, une étincelle, puis une autre, comme des lucioles en suspension bien trop haut pour appartenir à la nuit ordinaire. Un frisson lent lui parcourut les bras, la sensation d'être observé, suivi, mais pas par un homme ou une bête. Dans le camp, ce n'était guère différent. Les bruits de la plaine, les appels stridents des coyotes lointains n'assourdirent jamais tout à fait les voix qui passaient entre les toiles, entre les tas de couvertures où s'empilaient les fatigués. Des rêves étranges, disait-on, visitaient les dormeurs. Parfois, au matin, aucun mot n'en subsistait, mais les yeux restaient humides et rouges, neuvantés de visions que l'on aurait préféré oublier. Un homme, Moriland, fut frappé d'un mutisme de 2 jours entiers, fixant sans ciller le chemin poussiéreux qui filait vers l'horizon. Il revint à la parole comme on revient d'un pays lointain, la voix rocaillée de solitude. Plus tard, il avoua à Lydia avoir entendu, dans la brise, le rire d'un enfant qu'il savait mort depuis sa jeunesse, et que la terre, partout, battait comme un grand pouls vivant. La longue marche vers l'ouest se poursuivit. Chaque soir, sous l'orange éteint, les visages s'étiraient de fatigue et de crainte mêlées. Mais l'étrangeté, impossible à contenir plus longtemps dans l'obscurité, s'éloigna du bord des rêves et se faufila dans la réalité. On vit d'étranges phosphorescences courir sur les pierres, former des motifs indéchiffrables, des cercles, des spirales. Certains soirs, c'était une brume légère, acidulée, que le vent semblait repousser puis ramener, épaisse de silence et de soupirs. Joseph, le fils du pasteur, prétendit qu'il s'en souvenait à présent. Dans l'ancien monde, dans les contes que sa grand-mère tressait au coin du feu, il avait déjà entendu parler de lieux habités d'âmes. Des terres capricieuses, pensait-il, qui se plaisaient à perdre les marcheurs, mais aussi, parfois, à les guider, selon une volonté que l'on devinait immense et trompeusement douce. D'autres daignaient, frappant du poing au matin, la surface crasseuse des chariots, grognant que la fatigue engendrait les hallucinations et que toute lumière n'était qu'illusion. Mais ceux qui partageaient la garde, qui écoutaient le silence du pays neuf, sentaient un autre ordre caché sous l'herbe et la poussière. Une nuit, alors que le vent s'était endormi et que les sentinelles veillaient d'un œil dans la pâleur lunaire, Lydia se leva sans bruit. Elle chemina à pas lents, dépassa la lisière du camp, s'enfonça dans la prairie argentée. Au-delà du lit sec d'une rivière, elle aperçut, sur un aplomb rocheux, une silhouette. Pas humaine, quelque chose entre l'animal et la chanson, diaphane, couronnée de petits feux blancs. Elle scia, mais la forme demeurait, oscillante, et, soudain,
la conviction s'imposa à elle qu'elle était attendue. Les herbes, à ses chevilles, semblaient la retenir une seconde, puis l'encourager. À chaque pas, la lumière de la lune redoublait, nimbant le monde d'un éclat élastique, irréel, et la silhouette l'appela d'un mouvement imperceptible. Lydia sentit en elle une force ancienne, non pas la sienne, mais celle du pays même. Elle la laissa la porter. Lorsqu'elle fut à portée de voix, la silhouette se dissipa dans l'air, mais la lumière resta, flottant en filaments dorés, révélant sur le sol une empreinte subtile de houppes écrasées, ordonnées en motifs spiralés. Elle posa la main dessus, et, brusquement, des images déferlèrent. La vision d'un océan recouvrant la plaine, de dinosaures agonisant sous une lune lilas, de premiers humains vénérant l'aurore, de bisons courant en nombre infini. Ses yeux ruisselèrent de larmes inconnues, ni peur, ni douleur, mais la sensation profonde d'appartenir à une chaîne invisible. À ce moment précis, elle comprit, sans mots, que la frontière n'était pas une ligne à traverser, mais une histoire à entrer, une mémoire vivante qui se laissait frôler. Au loin, dans la direction du camp, elle perçut un autre feu qui venait, une voix basse qui l'appelait par son nom avec douceur. Elle revint sur ses pas, portée par un calme neuf, repassant le lit de la rivière et l'ondulation des herbes, chaque pas plus léger. Le matin qui suivit, le camp semblait baigné d'une lueur plus blanche, les regards étaient posés sur Lydia d'une manière nouvelle. Morillon, toujours méfiant, l'aborda, cherchant ses mots. Elle lui raconta peu, mais ses yeux parlaient trop. « Le pays sait, dit-elle enfin. » Mo hocha la tête, et Joseph, qui écoutait, sia à son tour, non pas de doute mais de reconnaissance. Tout se mit à changer, subtilement. Les voix étranges, la nuit, devinrent moins menaçantes. On s'y fit, un peu, comme à la plainte familière du vent. Les lumières dansantes, auxquelles jadis les hommes tournaient le dos, devinrent guides, marquant les passages sûrs, signalant des points d'eau cachés au premier regard. Dans la poussière des jours, les pionniers se prirent à penser, sans le dire, que l'Amérique elle-même palpait, ici ou là, leur avancée, jaugeait leurs intentions. Certains, les plus attentifs, reparlaient de l'ancien mythe, que les terres étaient vivantes, entités mémorielles, mémoire de géants disparus, de bêtes et d'hommes confondus. Dans l'un de ces soirs tièdes, alors que l'ombre s'étendait en longues traînées sur les étendues rousses, un gamin nommé Élie s'attarda autour du cercle des feux, le regard happé par un remous lumineux dans le canyon proche. Intrigué, il s'éclipsa, sans trop penser à la crainte, bondissant de pierre en pierre, jusqu'à la lèvre même de l'axe en grave-pique. Là, toute retenue disparut. L'étrange danse de la lumière n'éclairait rien, révélant tout à la fois. Des formes animales couraient là, impalpables, bisons fantomatiques, oiseaux massifs, silhouettes ruisselantes de clarté. Élie ne bougea pas. Il ne parvenait pas à crier, ni à fuir. Au fond du canyon, une grande ombre déployait un PAN de silence. Soudain, le garçon sentit derrière lui une main sur son épaule. C'était le vieil Abbott, silencieux, qui observa l'apparition sans frémir. Il souffla seulement. Ce sont les souvenirs du pays. Ils ne nous voient pas, mais nous rappellent que nous marchons sur leurs pas. Élie, frissonnant, hocha la tête. Abbott le ramena d'un palan. Cette nuit-là, sous la tente, Élie rêva d'un bison immense de lumière qui fouillait la terre de sa corne, traçant un sillon d'où sortir des rivières inconnues. Il se réveilla l'aube venue avec la sensation claire que rien, désormais, ne pouvait se perdre pour toujours. Avec la répétition des jours, tandis qu'ils progressaient à travers les collines lavées de soleil, les pionniers apprirent à lire les signes. Un vol d'oiseaux, la courbe du vent, la rumeur d'un ruisseau invisible. Lydia devint peu à peu leur guide tacite, attentive aux infimes changements du paysage, aux courants cachés sous l'odeur des fleurs houleuses. Parfois, elle ordonnait une pause, là où personne n'aurait pensé s'arrêter. Bientôt, une source sourdait au pied d'une roche, où le bois de camp se révélait sec et abondant. La confiance et la peur grandissaient ensemble, tissées dans le même vêtement. Chaque nuit, la frontière devenait plus poreuse.
On écoutait sans surprise, désormais, les ricanements d'une chouette, les battements feutrés d'animaux invisibles, et, dans la distance, les voix jamais articulées, pas vraiment en anglais ni même dans une langue humaine, mais perçues dans l'intimité du rêve, guide patiente ou admonestation, selon le cœur de celui qui les entendait. Une vieille femme, Mrs. Quinlan, raconte à la ronde qu'un matin, en cueillant des bailles à l'aube, elle sentit sous ses pieds un frémissement, et, levant les yeux, elle vit ce qu'elle jura être l'esprit d'un ours blanc, immense, la saluant de la tête avant de disparaître dans la lumière brumeuse. Mo, lui, rêva des lacs primordiaux, de poissons dorés qui dansaient sous la surface. Chacun portait désormais dans la poche intérieure de son cœur une image, offerte ou imposée par le territoire, preuve qu'ils avaient été choisis ou tolérés par les chevaux vivants de la frontière. Parfois, le soir, on se rassemblait autour du feu et l'on murmurait, entre crainte et gratitude. Il y a quelque chose ici que personne n'emportera. Nous ne faisons que traverser. Les voix montaient, puis retombaient, recouvertes par le baiser du vent sur la toile des tentes et le tintement feutré des ustensiles. La brise s'élevait, lente et tiède, caressant les tempes et les joues des hommes en manteaux sombres qui gravissaient en silence le sentier boisé. La forêt, autour d'eux, bruissait doucement de toutes les créatures nocturnes qui avaient choisi de révéler leur présence. Il y avait dans l'air un parfum de mousse vieille, de feuilles humides, de résine épaisse, et l'ombre mouvante des feuillages rendait la nuit plus profonde encore, comme si le monde s'enfonçait dans le secret. La lune, dissimulée derrière un rideau de nuages à peine ourlés d'argent, offrait à leur progression la complicité de l'invisible. Ils étaient 8, une poignée d'hommes déterminés et graves, dont chaque pas les menait plus près d'un rendez-vous connu de seuls. Le plus jeune, Samuel Bartley, peinait à retenir l'angoisse qui lui contractait la poitrine. Son souffle, régulier au départ, s'accélérait à mesure que les branches s'effaçaient devant la lanterne sourde que portait le meneur. Samuel aperçut les gouttelettes de rosée accrochées aux fougères, prêter oreille à la méfiance instinctive des oiseaux de nuit. Pourtant, nul ne semblait craindre la découverte, car les mots qui les guidaient, les injonctions murmures qu'il s'était juré d'observer, transforma la crainte en action. À la lisière d'une clairière dissimulée, là où un vieux chêne tordait ses racines dans la terre noire, le meneur s'arrêta. Silhouette massive et fringante malgré le poids des années et des devoirs, il posa la lanterne sur une souche et leva la main. Un à un, les autres s'immobilisèrent, retenant leur souffle, puis formèrent un cercle imparfait où la pénombre semblait vibrer d'attente. Le meneur attira Samuel près de lui. « Ici, souffla-t-il, commence ce que tu es venu chercher. » La clairière, qu'à la lumière des torchers l'on eût prise pour un simple creux du terrain, recelait en vérité une vieille dalle de pierre, arrondie, sur laquelle étaient gravés des signes énigmatiques, presque effacés par les pluies et les vents. Samuel sentit son cœur battre à grands coups contre sa poitrine. Il avait toujours deviné que leur réunion nocturne dépassait la simple fraternité. Son oncle, Silas, lui avait parlé de voyants, de frères, de ceux qui connaissaient et manipulaient les principes cachés sous le vernis de la raison et du jour. La lune, comme en réponse à leur silence respectueux, perça la voûte de nuages, posant sur la clairière une lumière blanche et sourde. C'est alors que le meneur se pencha pour révéler, sous la mousse, un réservoir de colombes de porcelaine, des lampes à huile qu'il disposa méthodiquement le long du cercle. Chacun alluma la sienne et la posa devant soi, jusqu'à ce que la pâle clarté des flammes vienne danser sur les visages, sculptant leur stupeur et leur résolution. Ce que tu vas voir ici, Samuel, ne pourra jamais être répété hors de ce cercle, ni rapporté à personne, même sous le serment ou la torture. Es-tu prêt à jurer ? Samuel acquiesça, pris d'un frisson sacré. On tira d'une bourse de soie un fragment de papyrus, relique précieuse échangée à prix d'or par un ancien capitaine de navire. Les symboles y incarnaient la lumière, le passage, le renouvellement perpétuel des cycles. Le meneur lut à voix basse des mots dans une langue âpre et ancestrale, puis traça avec le doigt, sur le front de Samuel, une étoile à 5 branches.
Nous sommes les loges de la lumière. Samuel. Depuis Nantes, Gibraltar, Bristol, jusqu'à nos côtes vierges, nous portons en nous la promesse d'un ordre nouveau. Nos sociétés ne reposent pas sur les lois d'un roi lointain, mais sur une fraternité consacrée par la science, l'étude et la lumière des anciens mystères. Le plus vieil homme du groupe, John Huxley, s'avança à son tour, tenant dans ses mains un bâton sculpté. Le grand architecte n'a pas de visage, pas de nom, pas de dogme. Nous honorons le secret, la connaissance et la paix entre frères. Ce cercle, que tu franchis aujourd'hui, unit l'Orient et l'Occident, la raison et la foi. D'un geste cérémoniel, il tendit le bâton à Samuel, qui dut le saisir, prêt à recevoir les devoirs d'éloge. Samuel sentit le poids du bâton, le grain du bois sous ses paumes. Il répéta les mots du serment, d'une voix rauque éraillée par la tension. Promettre le silence, la bienveillance, la quête d'un monde appelé à renaître meilleur, ouvert à l'esprit, éclairé par la science comme par l'intuition. Il dut effleurer la dalle gravée, passer son doigt dans les sillons, et fermer les yeux pour laisser couler en lui le rêve brûlant de ces rites venus d'Égypte ancienne, la promesse de Maat, l'ordre et la justice cosmique. L'un des hommes prononça alors un mot, ou plutôt une séquence de son guttural, inconnu de Samuel. Une clé, une ouverture, un commencement. Et la nuit, dans la clairière, sembla retenir son souffle. Quelque part au loin, dans les ruelles sombres de la ville naissante, d'autres veillaient, guettaient des signes, croyant voir dans le cœur secret de la forêt les manigances de sorciers ou d'espions. Mais pour Samuel, la clarté qui naissait dans la clairière n'avait rien de maléfique. Elle était l'intuition que le monde se tenait au seuil d'une porte étrange, qu'il suffisait de pousser. La cérémonie achevée, les hommes se rassemblèrent autour de la pierre pour casser le pain noir et partager la coupe de vin. Les mots échangés n'appartenaient plus à la sphère ordinaire. On raconta des histoires tissées de passages codés, des messages transmis au fil de l'Atlantique, confiés à des bagues d'argent ou tatoués à l'encre invisible sur la peau des messagers. Il était question d'un livre, d'un nom, d'une nation élue qui surgirait là où la lumière rencontre la matière dense, là où l'inspiration des anciens surmonte l'ignorance. Silas, l'oncle de Samuel, s'approcha de lui à la faveur d'une rumeur sur l'avenir. Tu comprendras, petit à petit, ce que nous sommes venus semer sur ces terres vides. Nous bâtissons non pas seulement des villes, mais une idée. Il nous faut des hommes et des femmes pour transmettre la géométria sacra, la mémoire des étoiles, les principes que Moïse ou Akhenaton croyaient tirés de la bouche même du Sphinx. Samuel sentit la fatigue peser sur ses épaules, mais la beauté de ce moment l'empêchait de sombrer dans la torpeur. Il distingua, dans la lumière vacillante, le visage grave de George Washington, présent incognito ce soir-là, venu assister à l'accueil du nouveau frère. Il ne portait pas ses habits de général, mais un manteau sombre, modeste, et ses yeux brillaient d'une foi inébranlable. Washington s'approcha, posa la main sur l'épaule de Samuel, et parla doucement, de cette voix qui commandait les armées et rassurait les enfants. Tu sais désormais, il n'y a pas de destinée tracée autrement que par l'union des volontés. Une nation ne se fonde pas sur la force ou la monnaie. Elle se forge dans le secret, la lumière réfléchie, la promesse qu'un jour l'esprit dominera la matière. La raison, la superstition, la paix, la barbarie. Ce n'est pas un rêve vain, Samuel. C'est la tâche des justes. La nuit déclina. Un à un, les frères éteignirent leurs lampes, effacèrent les traces de leur passage, remerciant l'obscurité qui savait garder les secrets mieux que n'importe quel mur. Samuel, encore perdu dans un étonnement exalté, suivit le cortège silencieux jusqu'aux premières lueurs d'un matin naissant. La brume dorée effleurait les cimes, dans les rues de bois et de poussière, la colonie s'éveillait paisiblement, ignorant le trésor qui venait de s'enraciner sous ses pieds. Les semaines suivantes, Samuel vécut comme dans un second monde, tissant sans relâche la trame visible de la colonie. Discussions, travaux agricoles, réunions au conseil, avec la trame secrète, épaisse,
de son apprentissage auprès des loges. On lui enseigna des chiffres, des noms, l'harmonie cachée dans le tracé des rues. Les plans de la ville nouvelle, qu'on aurait dit irréguliers au premier regard, obéissaient à la géométrie de l'étoile, à la dynamique des pyramides, des cercles et des axes orientés selon la course du soleil. La nuit, dans la bibliothèque de Silas, il maniait des plans couverts de points mystérieux, où l'on révélait la place future des obélisques, des fontaines, des pierres taillées. La ville devait n'être pas simplement une cité, mais une étoile couchée à même le sol. Dehors, le vent portait vers la fenêtre les rumeurs du nouveau monde, la rumeur d'une promesse plus vaste que toutes les frontières. Un soir, tandis que la lune déchirait la cendre des nuages, George Washington lui-même vint trouver Samuel. Il tenait un coffret laqué de noir, orné d'un sphinx doré. Ils s'assirent près de la cheminée, où brûlait une bûche parfumée, et Washington, trop grand pour le fauteuil, s'accouda aux accoudoirs comme un roi fatigué. On m'a demandé, dans ma jeunesse, dans les loges de Virginie, d'accueillir la lumière en moi comme on accueille le lever du jour. Crois-tu qu'on puisse changer un pays par des mots, des gestes secrets et la mémoire des autels? Samuel hésita, songeur, puis répondit que tout ce qui existe, un jour, fut seulement la vision d'un rêveur qui avait cru possible l'impossible. Washington saw it. Il ouvrit le coffret et sortit un calice d'onyx usé, dont le bord était gravé de glyphes. Ceci vient d'Égypte. On dit que Ramsès buvait en hommage à la promesse de la lumière. Dans la nuit profonde de 1776, alors que l'air du Nouveau Monde se mêlait à la saveur secrète des orages lointains, un groupe d'hommes demeurait éveillé. Leurs silhouettes se découpaient dans la clarté chancelante des chandelles. La pénombre saluait chaque geste, avalant les mots, les espoirs, la peur et l'ardeur. George Washington fixait par-delà la fenêtre le ciel obscurci, mais au-dessus des branches tranquilles des ormes, 13 étoiles filaient, soudées dans une ronde mystérieuse. Elles semblaient prêter leur éclat à ce moment fragile, accordant à ces hommes la bénédiction muette d'une constellation oubliée. John Adams frissonna. Pour lui, le vent était chargé de promesses. Thomas Jefferson lui tendit un parchemin, la main légèrement tremblante, reflet de la fatigue et de cette excitation saisissante qui précède le grand saut. Personne autour de cette table n'ignorait qu'au-delà des idées de liberté et d'indépendance, ils s'apprêtaient à appeler à eux une force plus grande que celle de n'importe quel roi terrestre. L'odeur de la cire brûlait les narines, mêlée à celle de l'encre fraîche, subtile et persistante. Quelque chose veillait dans l'ombre, un pacte, une mémoire plus ancienne que la mémoire des hommes. Lorsque Betsy Ross, jeune veuve et couturière attentive, fut introduite dans la pièce, elle portait à la main le prototype d'un drapeau. Le tissu blanc et rouge, récemment teint dans le secret de son atelier, semblait frémir d'une énergie légère, comme si un souffle s'était posé dessus. Au cœur du bleu profond du canton, les 13 étoiles, cousues avec patience, dessinaient un cercle parfait. Les yeux de Betsy brillaient dans l'obscurité et elle murmura une formule si discrète qu'aucun homme n'en percevrait les mots, passant sur le drapeau une main lente pour lisser son destin. Le drapeau fut déplié et tous le contemplèrent un long moment. Jefferson brisa le silence. Il ne s'agit pas d'un morceau de tissu ordinaire, n'est-ce pas, Madame Ross? Elle le regarda droit dans les yeux. Non. Quand j'ai cousu ces étoiles, j'ai appelé un ordre supérieur. J'ai pensé à la promesse cachée derrière nos rêves éveillés, à ce qui nous lie les uns aux autres. J'ai senti quelque chose, une chaleur lointaine qui palpite dans les abîmes célestes. Washington hocha la tête lentement. Son regard s'égara vers la nuit. Les hommes de cette assemblée avaient tous, en secret, senti cet appel. Ils ne l'avaient jamais dit à voix haute, mais les nuits sans sommeil, lorsqu'un doute s'immisçait, cette sensation surgissait, comme si une intelligence antique guidait leurs mains, insufflant aux mots la puissance d'un oracle. Le pacte fut scellé dans le silence, non par des serments bruyants ou des contrastes éclatants, mais par le simple partage du regard sur le drapeau, ce symbole irradiant. Les étoiles du tissu répondaient aux éclats du ciel,
adoucis par l'ombre. Les fondateurs ignoraient jusqu'où ce geste les mènerait, mais tous, au fond d'eux, savaient qu'ils étaient devenus les agents d'une volonté plus vaste. Dans la ville qui dormait, une rumeur légère s'étendait, telle la chaude respiration d'un géant assoupi. Les pavés de Philadelphie brillaient sous la lune, le petit vent du fleuve murmurait dans les ruelles désertes. Mais ceux qui restaient éveillés, les rêveurs, les guetteurs, les enfants farceurs faufilant leur nez aux vitres embuées, croyaient voir dans le voile nocturne les véritables étoiles descendre vers eux, glisser entre les branches, frôler les joues des dormeurs afin d'y déposer la semence d'un rêve plus vaste. Dans une maison voisine, Mrs. Archer, matrone respectée, assoupie au coin du feu, fit un rêve étrange. Elle se voyait sur une montagne lisse, à contempler un champ de lumière où 13 soleils s'élevaient en cadence, formant un cercle. Une voix, immense et tendre, souffla à ses oreilles qu'un nouvel âge était en train de naître à quelques rues seulement de là, par la volonté d'hommes et de femmes dont la tâche sacrée serait de ne jamais oublier la transcendance nichée dans le quotidien. Le matin venu, alors que les premiers rayons venaient blanchir les volets et que la ville reprenait son souffle, le drapeau fut hissé. Il claqua au vent avec l'assurance des choses inéluctables. On dit qu'à ce moment précis, les oiseaux des jardins s'arrêtèrent pour l'observer. Leurs yeux vifs reflétaient l'éclat du bleu et des étoiles, et ils semblèrent, un instant, porteurs du secret qui flottait sur la ville. Au même instant, dans un recoin sombre du vieux cimetière Quaker, Samuel, le fossoyeur tout ridé, sentit son cœur s'alléger en apercevant la bannière. Il avait vu tant d'hivers et tant d'injustices, mais ce matin-là lui parut neuf. Il marmonna une prière oubliée, adressée à la lumière qui danse entre les mondes et qui, de temps à autre, consent à se poser dans notre monde pour y tracer des chemins secrets. Ce furent ces chemins-là que les fondateurs suivirent, parfois sans même s'en douter, dans les années qui suivirent. La guerre éclata, dure et injuste, parsemant les champs de croix et les rivières de larmes. Mais à l'ombre des batailles, la rumeur du pacte persista. Les soldats, même épuisés, levaient la tête la nuit pour chercher dans la voûte sombre le cercle des 13 étoiles. À Vallée-Forge, au plus froid de l'hiver, un jeune soldat gravement blessé priait près d'un feu mourant. Il murmura, presque sans y croire, le nombre des étoiles protectrices. Tandis que ses lèvres dessinaient ce cercle invisible, il sentit une chaleur réconfortante lui parcourir le dos et ses pensées s'éclaircirent. Il n'était pas seulement le soldat d'une république naissante, mais le porteur d'une mémoire cosmique reliée au destin de la Terre entière. Pendant ce temps, dans les salons feutrés de Paris, l'écho du pacte franchit l'océan. Benjamin Franklin, ambassadeur subtil et curieux des forces invisibles, laissait glisser entre les doigts un ruban étoilé, expliquant au comte de Vergennes qu'il ne fallait pas voir dans l'Amérique seulement une révolte contre la couronne d'Angleterre, mais bien la résurgence d'un idéal secret. Chaque étoile, dites-vous, s'amusa le comte. Franklin acquiesça. Chacune, Excellence, veille sur nous depuis les profondeurs du ciel. Ce n'est pas seulement l'Europe qui se réveille ici, mais le monde ancien qui, à travers les âges, cherche une nouvelle voie. Au cœur de la nuit, tandis qu'il écrivait à la lueur vacillante de son chandelier, Franklin notait à la hâte des fragments d'idées, nourris par le crépitement distant d'un orage d'été. Nous sommes les héritiers des constellations. L'ordre qu'ont gardé les étoiles, nous l'avons inscrit, sans le savoir, dans notre étoffe et dans nos lois. Sur ce drapeau, ce qui bat, c'est le souffle très ancien du cosmos, métamorphosé en serment de fraternité. Pendant les jours qui suivirent la proclamation, d'autres drapeaux naquirent, portés par les vents de milices et de bataillons. Des femmes en cacha frappaient du marteau à la lueur de l'aube, tissant en silence. Les anciens narrèrent à voix basse l'histoire des 13 constellations. Andromède, Cassiopée, le Cygne et toutes les autres, gardiennes invisibles d'un pacte qui dépassait la simple chronologie des hommes. Les enfants grandissaient, bercés par ces légendes. Au crépuscule, allongés dans les hautes herbes,
Ils dessinaient des cartes imaginaires du ciel et rêvaient d'un avenir où la justice terrestre serait soutenue par la veille bienveillante du ciel. Il ne s'agissait pas d'une croyance au sens religieux, ni d'un dogme contraignant, mais d'un sentiment diffus, vibrant, ce pressentiment que, derrière le tumulte des guerres et des révolutions, d'innombrables yeux silencieux suivaient leurs efforts. Les camps d'été, les tavernes, les églises clandestines et même les forêts du Vermont bruissaient de cette conviction que le monde, pour changer, devait se hausser jusqu'au ciel, que la terre et les étoiles pourraient, à travers un pacte de lumière, se répondre à l'infini. Des années plus tard, alors que la victoire semblait à portée de main, Madison, écrivant la future Constitution, hésita devant le mot « union ». Il se demanda s'il pouvait vraiment relier, en quelques paragraphes, la volonté d'un peuple et les lois du cosmos. Dans la fraîcheur de la nuit, il quitta sa chambre et leva les yeux. Au zénith, 13 étoiles brillaient entre les nuages. L'air sentait le jasmin et la pluie proche. Madison sentit s'apaiser ses doutes. Il comprit que ce pacte ne serait jamais fini, qu'il devrait sans cesse être augmenté, affiné, précisé, comme l'étoffe d'un drapeau qu'on raccommode à la lumière d'une nouvelle étoile ou qu'on confie à une autre génération de rêveurs. Les étoiles du drapeau, pour les fondateurs et ceux qui les suivraient, devinrent plus qu'un emblème. Elles étaient présentes dans chaque acte de courage discret, chaque trait de plume, chaque pardon prononcé, chaque paume tendue à ceux qu'on appelait ennemis. Les soldats en fuite, au bord du découragement, regardaient la bannière flottant sur la colline et retrouvaient en eux un fil ténu qui les reliait au cercle étoilé. Ce fil n'était pas celui d'une nation seulement, mais le fil d'une transformation lente, la renaissance de l'ancien monde, transmuée par la promesse de recommencer, de mieux faire, d'ajouter à l'histoire humaine un peu plus de lumière patiemment gagnée. Parfois, dans les moments de trouble, la question revenait : que faire du mal, de la colère, des chaînes qui subsistaient malgré la révolution? Les sages répondaient que les étoiles ne sont pas là pour cacher l'ombre, mais pour offrir des guides à qui veut s'aventurer à travers la nuit. Que l'Amérique, telle que née ce soir-là, ne serait jamais pure ni achevée. Elle serait la lente rencontre d'innombrables âmes, chacune cherchant son étoile dans le grand espace du possible. Dans l'épais chuchotement de la nuit, alors que les plaines du Nouveau Monde s'étendaient sous la lueur brisée des étoiles, quelque chose s'agitait. Les premiers colons dormaient, les flammes de leur feu de camp dansant docilement sur la silhouette vacillante de leurs songes. Mais, sous le sol battu, sous les racines des hautes prairies, les ombres s'étiraient. Elles se mouvaient sans bruit, inaperçues par les hommes qui proclamaient avoir dompté la nature, et déjà elles ourdissaient la trame de nouveaux rêves, de nouveaux cauchemars. La ruée vers l'or naquit à l'aube d'un matin presque ordinaire. Quelqu'un trouva dans la rivière un galet jaune, plus lourd, plus luisant que les autres, et cria. Les montagnes, immobiles depuis des siècles, retinrent ce cri, l'écoutèrent se répandre dans toutes les directions. Bientôt, on vit surgir des chariots bringue-ballants, emplis d'hommes et de femmes aux yeux trop écarquillés, à la bouche sèche d'espoir. Les terres silencieuses, blotties sous leur couverture de brume, accueillirent la nuée d'inconnus avec un calme étrange. On de Freacher. On Criusa. Si profond parfois que la terre, blessée, gémissait le soir venu. On passa les pelles dans les rivières, détournant le cours de l'eau comme on tord le bras à un rêve récalcitrant. Dans la boue, dans le clapotis glacé, retentissait la musique métallique des pioches, ponctuée par les imprécations des prospecteurs, des chercheurs de fortune, dont la peau tannée et les ongles noirs disaient la hâte des âmes affamées. Chacun croyait pouvoir capturer la promesse du sol, l'enfermer dans sa paume. Chacun croyait s'éveiller dans un monde nouveau, où la richesse tomberait du ciel aussi sûrement que la pluie d'orage. Mais derrière les rires nerveux, derrière les récits de trouvailles et d'échecs, s'allongeait une ombre. Les nuits devenaient épaisses, lourdes, traversées de cauchemars. Certains se plaignaient d'un froid venu du sol lui-même, un refroidissement subtil, comme si la terre retenait sa respiration. Peu à peu, le terrain, vieilli par tant de geôliers, semblait secoué par des frissons de tristesse. Des arbres mouraient,
déracinées pour nourrir les feux, les rivières, détournées, marmonnaient d'étranges prières. Des chamans aux yeux sombres et à la voix brisée traçaient des signes dans la poussière, cherchant à apaiser les anciens esprits bousculés dans leur quiétude. Pourtant, l'or, ce soleil d'outre-sol, mangeait les cœurs. Les hommes, dressés dans la nuit, sentaient la fièvre les dévorer. Cela se voyait dans les gestes précipités, dans les regards qui commençaient à se défier, dans les couteaux soudainement sortis à la lumière titubante d'une lanterne. L'espoir se mua en jalousie, la solidarité d'une caravane fit place au clan, puis à la solitude, et personne ne dormait plus jamais sereinement. Les ombres épousaient les angles des tentes, grimpaient le long du cuir des bottes, se faisaient sirènes au fond des bouteilles vidées contre la faim et la peur. Il n'y avait, au fond, plus de place pour les anciens habitants de ces terres. Eux, du fond de l'habitude, de la mémoire des pierres et du vent, se tinrent à l'écart d'abord, observant avec une patience aiguisée. Ils savaient que toute aube nouvelle a ses obscurités. Les bisons disparurent, fusillés par centaines pour que le chemin de fer voie le jour. Les troupeaux fuirent, les rivières se souillèrent d'avalanches de boue et de mercure. Là où se dressaient les tipis, la nuit se fit inquiétante, animée de silhouettes étranges, venues d'un ailleurs détraqué. Parfois, un vieil homme descendait jusqu'au fleuve pour y plonger une main ridée, murmurant aux poissons, aux arbres et aux pierres. Il se souvenait d'une chanson, transmise en secret par ses aïeux, une chanson qui priait pour le repos de la terre. Mais les paroles s'éparpillaient, éclipsées par les cris, les sabots, les rires des nouveaux venus. Peu importe la langue dans laquelle on chantait, l'horizon se refermait comme un poing. À la frontière escarpée des villes, des cabanes s'alignaient, croissant chaque soir sous le marteau et l'ambition. Les ruelles naissaient au milieu de rien, cernées de lampions annonciateurs d'éternelles fêtes, de saloons où la bière épicée du voyage laissait place à l'âpreté du whisky. On construisait vite, à la va-vite, dans la boue, sur des promesses de fortune. Le lendemain, parfois, ces maisons n'étaient plus que ruines, dévorées par la panique, par les incendies, par la violence. Quand la chance tournait, même le feu semblait se réjouir de dévorer ses rêves trop hâtifs. Au centre de la tourmente naissaient des alliances éphémères. Des étrangers partageaient leur ferme chaleur contre la nuit, échangeaient des histoires de disparus, de spectres aperçus entre deux arbres. Les récits se transmettaient, tremblaient sur les lèvres fatiguées. On avait vu, plus loin, une ombre dressée sur l'horizon, pas tout à fait humaine, quelque chose d'ancien, d'immense, qui glissait sans bruit en dehors des regards. On l'appelait le gardien ou le marcheur. Parfois, un cheval refusait de s'aventurer à tel ou tel endroit, et l'on se morigénait à mi-voix, sans oser hausser le ton. Le temps, pour ces chercheurs de fortune, n'était plus que la succession de jours hachés, de nuits sans sommeil. On oubliait la raison même de cette ruée irrésistible. On oubliait l'éclat du métal pour ne garder que la pulsation fiévreuse, l'élan machinal de la prospection. Les visages se creusaient, les mains se recroquevillaient sur les poignées de pelle, et la forêt, de plus en plus maigre, paraissait gémir. Le vent, parfois, se levait sans raison, charriant de la poussière et des murmures. Certains racontaient que c'étaient les voix de ceux qui n'avaient pas survécu aux premiers hivers, dont l'esprit rôdait toujours, cherchant un foyer. La conquête continuait, inlassable. Des convois traversaient la plaine, rongés par la faim, la maladie et la peur. Chacun avait du sable dans la bouche et la poussière dans les yeux. Les enfants perdaient la mémoire de la terre qu'ils quittaient, les adultes feignaient de se souvenir, mais déjà le paysage s'estompait, remplacé, effacé. Dans la précipitation, on bâtit une Amérique onirique, faite d'espoirs fondus, de promesses déçues, d'un horizon qui s'éloignait chaque nuit un peu plus loin. Certains pionniers, qui avaient cru à la promesse d'un paradis, virent, trop tard, que le sol refusait de leur rendre ce qu'ils croyaient lui devoir. Les mines s'épuisèrent. Les champs, labourés trop tôt, ne donnèrent rien. L'hiver mordait les os, la faim trouait les ventres.
Les rêves d'or se muèrent en désespoir. Vint le temps des retours sur soi-même, du silence inquiet au bord du feu qui ne chauffait plus rien que la peur. Que répondre à ceux qui, dans un râle, murmuraient regretter les forêts, les rivières, la lenteur bienveillante de l'avent? Qui répondait à ces enfants muets, effrayés, dont les récits ne parlaient plus que de violence et de vol? Là, dans la nuit, les ombres devenaient réelles, glissant entre les arbres abattus, éplant les noms des disparus. Et ceux qui vivaient là depuis toujours, les peuples premiers, furent repoussés, déplacés, anéantis. On leur promit des terres ailleurs, mais au matin, même l'ailleurs n'existait plus. Les cris des mères, la consternation des anciens, les regards résignés et tristes s'abattirent sur eux comme la neige tardive sur les rares fleurs sauvages. Certains, les plus vieux, se souvenaient d'avoir rêvé d'un monde de paix, où l'homme et l'animal, la plante et la pierre, se partageaient le soleil sans violence. Mais ces rêves n'avaient plus leur place, repoussés sous le tumulte des machines, la précipitation des convois, la poussière des promesses. Les trains traversèrent la terre, vrombissant sur leurs rails d'acier. Ils s'enfonçaient dans le cœur du pays, arrachant collines, forêts et rivières sur leur passage, réorganisant chaque paysage selon le désir de l'industrie nouvelle. Les bisons s'effacèrent, les loups disparurent, les oiseaux s'envolaient plus loin, là où le silence persistait. La voix des anciens devint un écho sourd, perdu dans la cacophonie du progrès. Dans les villes naissantes, la nuit n'était jamais tout à fait noire. 1000 lanternes y brillaient comme des étoiles domptées, mais pour chaque lumière une ombre s'allongeait. Les rues fourmillaient de promesses non tenues, de rendez-vous manqués, de fantômes anonymes venus de terres lointaines. Sous les planches des trottoirs, la terre rugissait encore, avalant parfois un ivrogne trop bruyant, une fillette distraite, un vieux chien fatigué. Le rêve américain, immense, sans frontières, grignotait le sommeil même des rêveurs. Des gangsters naissaient sur la poussière des routes, prenant le relais des prospecteurs. Le métal devenait fusil. On réglait ses comptes dans la boue du matin, et le sang séchait plus vite que la mémoire des vaincus. Les shérifs tentaient de maintenir l'ordre, mais la nuit, on savait que les lois n'étaient rien face à la faim, à la peur, à la solitude qui rongeait chacun comme un ver dans la pomme trop mûre. Les coups de feu retentissaient loin à la ronde, guindaient les enfants éveillés qui serraient des poupées souillées et des souvenirs déjà rongés. Dans l'obscurité des mines, les plus faibles tombaient les premiers. Les femmes pleuraient leurs maris, les orphelins se pressaient contre les cabanes, tentant d'avaler leur faim et leur peur. La nuit s'étendait, lourde et profonde, sur la vallée nichée entre les hautes dentelles des Rocheuses. L'air, frais comme la nouvelle lune, avait la légèreté des songes. Il glissait entre les troncs noirs des pins, soulevait la poussière sèche des sentiers, tachait d'ombre d'argenter les herbes couchées. Ici, le silence avait une épaisseur, comme un grand manteau posé sur les épaules du monde, si bien que le plus infime bruit, le craquement d'une branche, le glissement d'un lézard sur des pierres moussues, paraissait résonner avec l'écho de vieux souvenirs. C'est dans cette vallée que Daniel suivait à pas hésitants la silhouette vieillie de Thomas, l'un des derniers chamans du peuple Ute. Au fil du sentier, la lampe frontale de Daniel peinait à arracher autre chose à la nuit que quelques reflets verts, des faces d'écorce burinée, la promesse d'un précipice. Thomas, lui, n'avait nul besoin de lumière artificielle. Il connaissait le chemin comme on connaît la ligne de ses paumes. Sa démarche lente, glissante, était réglée sur le pouls secret de la montagne. Ils gravirent ainsi, longtemps, dans l'obscurité tiède. Par moments, Daniel croyait entendre la voix d'un hibou se mêler au chant des grillons, ou le souffle profond d'une source qui filtrait, invisible, quelque part sous les racines. Le chemin s'étrécit, s'oublia lui-même, et bientôt ils furent à marcher dans l'invisible, les yeux saturés du noir, les mains tendues vers le vide ou vers la promesse d'un rocher. Enfin, Thomas s'arrêta près d'un pin plus rugueux que les autres, dont l'écorce formait d'étranges dessins, comme si 1000 cicatrices de feu s'y étaient inscrites. Il posa sa main nue sur le tronc, respira longuement,
puis murmura quelques mots dans la langue des anciens, à mi-voix. Un souffle glacial, ou était-ce la caresse du vieux pin, effleura alors la nuque de Daniel. Là, le chaman s'accroupit, toucha le sol, puis invita son compagnon à s'asseoir à ses côtés. Un large cercle se dessinait, invisible et pourtant si présent, à l'endroit où la montagne semblait retenir sa respiration. « Écoute, » dit Thomas, d'une voix chuchotant. Il n'y avait plus que les bruits du vivant et du minéral, des milliers de petits froissements, la dégringolade d'un gravier, le soupir d'un élan tout en haut de la crête. Le silence, immense, enveloppa les deux hommes. Il n'était pas vide, oh non, il était habité, saturé d'esprit, d'histoire et d'allégories plus anciennes que les premiers feux. Daniel se perdit dans cette écoute insoutenable. La fatigue s'effaçait, les milliards de pensées humaines se taisaient, et lentement il fut assailli du sentiment très vif d'être observé par quelque chose de vaste, de patient et de bienveillant. Thomas reprit, d'un ton doux, presque à lui-même. Les montagnes, elles se souviennent toujours. Elles parlent, mais leur langage est secret. Les anciens disaient qu'il ne faut écouter que le silence, car tout le reste n'est que bruit de vent. Il ferma les yeux, lissa la terre du revers de sa vieille main. Il commença alors à fredonner une mélopée sans âge, sorte d'incantation douce et tremblée, dont les mots roulaient comme l'eau claire des torrents. Les quelques bribes que Daniel saisissait se laissaient emporter, flottaient dans l'air puis retombaient en poussière nocturne. Peu à peu, le chant, sans être fort, emplissait l'espace, faisait vibrer la roche, l'écorce, jusqu'aux étoiles cachées. Un frisson courut sous la peau de Daniel. Dans cette musique, il percevait la promesse d'un secret. Les hommes avaient jadis, dit-on, parlé avec le monde. Ils avaient conclu avec la terre, avec la rivière, avec les bêtes et le ciel, une promesse de respect et de gardiennage. Cette promesse avait le goût du partage et de la gratitude, une entente silencieuse, célébrée dans des chants, dans la fumée douce des feux de camp, dans les palans des chasseurs. Elle disait « Nous veillons sur toi, ô terre, et tu veilles sur nous. » Mais les siècles avaient passé, la mémoire s'était érodée comme la pierre sous la pluie. D'autres voix, trop pressées, trop bruyantes, avaient remplacé le chant. Des villes s'étaient dressées, leurs angles de verre et d'acier taillant l'air, bousculant l'horizon. Les promesses s'étaient oubliées, la gratitude effacée sous les semelles de la modernité. Et sous les montagnes, un serpent dormait. C'était ce que racontait Thomas, lorsque son chant cessa aussi soudainement qu'il avait commencé. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, reflet du foyer invisible qui brûlait en lui. D'un geste lent, il caressa le sol. Sous la terre, un grand serpent sommeille. Il garde le chant du monde ancien. Il ne s'éveille que lorsque les hommes oublient ce qu'ils doivent. Il fit une pause, l'écho de ses mots semblant vibrer jusque dans la chair minérale de la montagne. Daniel sentit le poids d'un silence redoublé, profond et dense. Certains croient que tout cela n'est qu'un conte pour enfants. Mais la montagne sait. Parfois, la nuit, si tu écoutes bien, tu peux entendre son cœur palpitant, plus fort que ton sang. Un souvenir, précis comme une lame, traversa la mémoire de Daniel. Petit, il s'était blotti dans le vieux dortoir de l'école, loin de toute chaleur familiale, et avait écouté les histoires des aînés, des histoires de bêtes légendaires, de rivières vengeresses, de flammes bleues dans les yeux du lynx. Mais jamais il n'avait ressenti, alors, cette présence sourde, ce battement profond sous ses membres. Ici, tout était différent. La promesse était vivante et terriblement réelle. Au-dessus des deux hommes, la grande voûte céleste se mit à pulser. Quelques nuages, fils déchirés, filtraient la lumière ténue des étoiles. La montagne, elle, respirait. Daniel la sentait dans ses veines. À chaque inspiration, la roche semblait se soulever d'un souffle lourd. À chaque expiration, la terre s'enfonçait d'un soupir. Thomas chuchotait. Il a bâti des routes, des barrages, des villes. Il a creusé, il a tué,
il a oublié. Il a recouvert les champs de la terre avec sa fureur, ses machines, sa cupidité. La montagne n'oublie pas. Le serpent dort, car il attend. Il se tut, le regard perdu au-delà du sentier, droit dans le néant. Daniel sentit l'arrière. Daniel huma, les yeux fermés, et crut percevoir, mêlée à la fumée, la caresse d'une voix ancienne. Son propre souffle ralentit, son esprit vogua avec la volute. Peu à peu, il fut submergé d'images. Des enfants qui couraient pieds nus sur la mousse, des parties de chasse dans les sous-bois, des mains noueuses tressant de longs paniers, et, au loin, la silhouette ondulante d'un immense serpent de pierre, dont la gueule s'ouvrait sur l'horizon. Il se sentit minuscule, puis immense, mêlé à l'odeur, au chant, à la mémoire de la montagne. Un vertige le prit, doux comme un rêve. Sa conscience se dilata. Il crut sentir, un instant, qu'il ne faisait qu'un avec le silence, et que ce silence était vivant, intelligent et prodigieusement vieux. Le soleil descend, lourd comme un fruit mûr prêt à éclater sur la cime des pins et les toits d'ardoise, enveloppant tout dans une lumière d'ambre épaisse et trouble. Le crépuscule, en cet instant suspendu, s'étire, tout en nuances de mauve et d'or, sur une Amérique silencieuse, au dehors comme au dedans. La chaleur du jour s'effiloche, laissant place à une brise légère, accompagnant le pas feutré des ombres qui envahissent peu à peu les rues, les prairies, les souvenirs. L'aigle, celui qui surplombe les bannières, les billets, les rêves et les peurs, paraît sur le point de replier ses ailes, de s'enfoncer dans la nuit. Et tandis que les lampadaires s'allument, un à un, quelque chose dans l'air murmure que ce n'est pas seulement une journée qui s'achève, mais peut-être tout un rêve. La terre des anciens s'endort. Pourtant, sous la plénitude apparente de ce crépuscule, beaucoup ne trouvent pas le repos. Les moteurs de la vie lointaine grondent encore, bruit de fond qui couvre à peine la chanson ténue des grillons parmi les herbes folles. Sur la véranda d'une maison blanche écaillée, un vieil homme balance lentement dans son rocking-chair, une boîte de tabac posée à côté de lui, le regard perdu vers la ligne rosée de l'horizon. Autrefois, dit-on, il a vu la poussière dorée du Nevada s'élever dans le matin, entendu les rails vibrer sous les roues de l'espoir. Aujourd'hui, il contemple le vol d'un corbeau seul, dans le crépuscule, songeant à ces autres oiseaux, nobles, invincibles, que l'on grave sur les emblèmes, tandis que la réalité du pays, elle, se dissout dans la lumière mourante. Quand les guerres sont finies, ou plutôt quand le vacarme des armes cède la place à celui, plus diffus, de la conquête économique et de la lutte sans fin pour la suprématie technologique, il reste aux hommes, parfois, le réflexe de lever les yeux au ciel. Mais le ciel américain, vaste, impassible, n'a plus tout à fait les mêmes couleurs qu'autrefois. Avant la course à la Lune, avant même les premiers fusées striant la Voie lactée, le regard de l'enfance savait s'égarer dans les constellations à la recherche du chariot, du cygne ou du grand chien bondissant d'un continent à l'autre dans la nuit. Désormais, satellites et lumières artificielles brouillent les repères, voilent les mystères. C'est à travers les écrans, les chiffres et les promesses de conquête que l'on contemple les étoiles, comme si toucher la lune à distance suffisait à combler le gouffre grandissant entre l'homme et le ciel. Mais il y a des signes, persistants, têtus. Ils se nichent dans le détail d'un billet vert glissé entre deux mains, dans le regard perçant du président morose gravé à l'encre noire, dans cet œil qu'on dit protecteur mais qui sait tout, surveille tout, même les rêves et les délations. Ils se gravent dans la pierre, alignés dans la rigueur éclatante de marbre, la perfection géométrique d'un obélisque dressé pour défier le ciel, le caprice d'une pyramide tronquée aux portes d'un casino, où des milliers de néons tentent d'imiter, sans jamais l'égaler, le scintillement paisible de la Voie lactée. Il y a, dans ces alignements, quelque chose qui parle longtemps après que la parole officielle s'est tue. Un murmure ancien, un écho venu d'ailleurs, parole des bâtisseurs, des rêveurs, des peuples disparus. Kayla, allongée dans l'herbe fraîchement coupée du parc municipal, se laisse envahir peu à peu par cette nuit naissante. Elle connaît par cœur l'histoire américaine, ou du moins la version que l'on raconte dans les écoles. Les pionniers,
les plaines, les promesses, les désillusions. Mais ce soir, elle sent confusément que quelque chose lui échappe. Les yeux grands ouverts, elle observe les premiers astres qui percent la résille bleu-noir du soir, le flamboiement solitaire de Vénus, la pourpre discrète de Mars à l'horizon. Elle sent vibrer dans l'air un secret plus vaste, plus ancien que n'importe quelle guerre, n'importe quel discours. Quelque part, pense-t-elle, au-delà des routes et des lotissements, au-delà même de New York et de Los Angeles, le vrai mythe américain s'endort, patient, et c'est un mythe d'âme, pas de territoire. Dans le lointain, des enfants crient encore, jouant à se poursuivre entre les balançoires et les buissons. Les cris s'estompent, remplacés par le cliquetis des lucioles. Kayla ferme les yeux. Elle se souvient de l'histoire de son grand-père, indien cherokee exilé dans son propre pays. Le vrai pouvoir n'est jamais dans ce que tu tiens, mais dans ce que tu regardes. Les anciens savaient lire les signes. Nous, on compte les dollars. Elle se souvient du regard grave, des anecdotes dites à voix presque basse, tant la peur de troubler l'air. Maintenant, tout le monde regarde vers les machines, vers les écrans, suspendus aux promesses minérales des tablettes et des smartphones. Et si, justement, la magie demeurait ailleurs, dans l'espace entre deux étoiles, dans le geste d'une main ou dans la patience séculaire d'une montagne. Plus loin, dans la banlieue blanche et proprette qui entoure le parc, une lumière solitaire brûle dans une fenêtre du 2e étage. C'est le repère de Jérôme, ancien ingénieur de la NASA, cheveux en bataille, lunettes embuées. Il épluche les journaux du soir, griffonne des formules sur un carnet jauni, feuillette de vieux manuels d'astronomie, l'esprit harcelé par la sensation qu'il a raté quelque chose d'essentiel. Il a vu s'allumer la fusée d'Apollo 11 sur la rampe de lancement, entendu le rugissement avaler le silence. Il se rappelle la douceur d'un été précis, où l'Amérique tout entière retenait son souffle, fascinée par cette main qui, pour la première fois, s'apprêtait à saisir un morceau de ciel. Pourtant, une idée lui trotte dans la tête. Le vrai exploit n'a peut-être jamais été de fouler la Lune, mais de croire qu'elle existait déjà en chacun de nous. Jérôme, les soirs de juin, aimait contempler le Capitole par la fenêtre de sa chambre à Washington. Il cherchait parfois à deviner si l'alignement des rues répondait à quelque équation cachée, à quelque volonté têtue d'accorder la cité à l'ordre des astres. Il savait, mieux que personne, que chaque détail architectural des grandes villes américaines répond à un plan. Obélisque, sphinx, aigle majestueux, tout cela n'est pas que faste, mais invitation à regarder plus loin qu'on ne l'ose. Ce n'est sans doute pas un hasard si, sur le billet de $1, l'œil ouvert trône au-dessus de la pyramide inachevée. Signe, peut-être, que la construction n'est jamais terminée ou que le sommet n'appartient qu'à l'invisible. Dans les bars clairsemés de la route 66, où la bière coule plus facilement que la vérité, on parle parfois des merveilles américaines en termes de conquête et de puissance. Mais sous la surface, entre les chansons country, les récits des truquaires et les souvenirs des hippies, naît souvent, à la 3e bière, une étrange confidence. Tu sais, l'Amérique, ce n'est pas que du béton et des moteurs. C'est aussi toute cette lumière noire, là-bas, entre les montagnes. Puis quelqu'un se tait, de peur de paraître fou, et la conversation glisse vers des sujets moins risqués. Pourtant, au fond de chacun, persiste la sensation indéfinissable qu'il existe une faille dans le récit officiel. Un mythe souterrain, vieux comme l'Amérique native, qui survive à la ruée vers l'or, à la guerre froide, à la poussière des années. Même les statues, dans la blancheur laiteuse de la National Mall, semblent ignorer les touristes. Elles fixent l'horizon, perdues dans des pensées que nul ne peut deviner. Parfois, à l'aube, lorsque la brume rase les pelouses et que les bus n'ont pas encore déversé leur flot de visiteurs, il semble que les pierres elles-mêmes se souviennent d'un secret. C'est dans ces minutes-là, au revers du matin ou à la jointure du soir, qu'apparaît le visage véritable de l'Amérique. Ni tout à fait empire, ni vraiment nation, mais rêve mouvant, construit sur des passages, des migrations, des déchirures et des réconciliations. Dans un coin lointain du Missouri, l'église baptiste d'un village s'apprête à refermer ses portes.
Le pasteur Marcus, silhouette massive et rassurante, incline la tête vers sa congrégation, récite un dernier verset, puis reste un instant seul, recueilli, à l'orée du silence. Il connaît le souffle du vent sur les grands champs de maïs, il a prié sous la pluie et sous l'orage, et compris, petit à petit, que le sacré n'est pas une question de texte, mais d'expérience vécue. Il a vu trop de jeunes partir, tenter leur chance dans les villes, et revenir les poches vides, mais le cœur lourd de questions. On promettait la lune, murmure-t-il un soir à sa femme, mais c'est l'âme que tout le monde cherche, à en croire les regards. Tout autour, la nuit s'étend, calme et profonde. Les charpentes grincent, les chiens de garde hument la piste d'un animal invisible, les insectes tambourinent leur mélodie atavique. Dans le noir, un vieux drapeau pend, fané, usé par cent étés. Le vent le soulève, imperceptiblement, donnant vie à la bannière une fois de plus. L'aigle brodé flotte, déploie une aile, puis l'autre, large, solennelle. Qui pense encore à lui ? Se demande Marcus en fermant la grille de l'église, non comme symbole de conquête, mais comme sentinelle des rêves égarés, de l'espérance muette des hommes et des femmes de ce vaste pays. À New York, la nuit monte à l'assaut des gratte-ciel, effaçant l'ambition des façades derrière des reflets mouvants. Au sommet d'un immeuble, une femme assise près de la vitre observe les lumières de la ville, traçant du doigt des constellations imaginaires sur la surface froide. Elle, immigrée, porte en elle plus de pays qu'aucune carte ne saurait dessiner. Le halo doré de la lampe oscillait lentement au plafond, lançant sur les dossiers épars une lumière chaude et indécise. Dans la pénombre, le papier bruissait comme un feuillage discret à chaque souffle d'air soulevé par l'entrepôt. Walter y trouvait un réconfort singulier, loin de la clameur des avenues, enfermé entre les murs épais des archives cachées de Washington. Il avançait, feutré sur la pierre, en retenant sa respiration, comme si, d'un mouvement trop fort, il risquait de réveiller des fantômes endormis. Plus d'une fois, il avait entendu ces histoires dont personne ne parlait à voix haute. Les plus anciens employés, autour d'un café filtré tiède, murmuraient à mi-mot, on dit qu'il veille toujours. Un cercle, tu sais, invisible et discret, bien avant la Maison Blanche, bien avant même que la ville ne soit tracée sur les plans. Walter, au fil de ces années passées à creuser dans la poussière, avait glané des fragments. On les appelait parfois les gardiens de la flamme, d'autres fois simplement les veilleurs. Mais leur existence demeurait un fil d'ombre traversant l'histoire américaine, tantôt visible dans la marge d'une lettre, tantôt disparu dans les brûlures d'un vieux journal. Son index trouva la reliure d'un dossier plus vieux que les autres, gravé d'un symbole étrange. Un cercle ouvert traversé par un éclair stylisé. Walter hésita. Le cuir semblait vibrer d'un secret. Comme hypnotisé, il tira le classeur vers lui, souleva la protection de l'intissé, effeuilla les feuillets. L'encre avait pâli, mais le tracé des mots restait net. Mémorandum pour J.M., 7 septembre 1814. Mise en place du groupe oculaire. Surveillance des correspondances célestes. Instructions. Veiler, consigner, transmitter. Under no circumstance disturb the line. Chaque feuille que Walter lisait révélait un monde parallèle tissé à l'intérieur de celui qu'il croyait connaître. Les veilleurs, appelés aussi oculaires, ou gardiens suivant les décennies, apparaissaient lors de moments clés, souvent à la croisée de l'intuition et du destin. Ici, une lettre signée d'un mystérieux P, adressée à Thomas Jefferson, truffée d'avertissements codés. Là, un registre de messagers transitant par Philadelphia, noté « à surveiller », porteur du mot de passe « Aube ». Mais parmi tous ces indices et ces précautions, Walter sentit poindre une fascination et une peur. Car chaque trace du cercle semblait s'effacer à peine trouvée, se dissolvant dans la trame du passé, laissant place à des lacunes, des incohérences, comme si les veilleurs savaient déjà jusqu'où pouvait aller la curiosité de celui qui les cherche. Walter finit par réaliser qu'il était minuit passé, seul dans la grande salle souterraine.
Un tic-tac lointain battait la mesure de la nuit. Dehors, la ville s'assoupissait, mais ici, au cœur des archives, tout semblait veiller. Son souffle se fit plus court lorsqu'une silhouette fendit l'ombre, née de nulle part entre deux rayonnages. Il eut un sursaut, s'attendant à voir surgir un collègue égaré, mais la démarche était trop fluide, trop posée. L'inconnu portait un manteau noir, coupe ancienne, et un chapeau feutré enfoncé sur le front. Pas à pas, il s'approcha de Walter, dont la main tremblait un peu sur le bord du pupitre. Les dossiers semblaient tressaillir entre ses doigts. La voix, quand elle s'éleva, était profonde, posée, douce pourtant. Ne craignez rien. Ce que vous cherchez à comprendre nous précède tous. La mémoire du continent n'est pas écrite dans les manuels. Elle est transmise autrement. Walter sentit son cœur batailler dans sa poitrine. Il ne parvenait pas à détacher son regard de l'étranger. « Vous faites partie des veilleurs » demanda-t-il dans un souffle. Un sourire vague flotta sur les lèvres de l'inconnu. Il s'attarda un instant, touchant du bout des doigts la reliure du vieux classeur. Les noms importent peu. Ce qui compte, c'est le fil que nous tissons. Entre le ciel et la terre, entre la première prière d'un enfant natif et le dernier soupir d'un soldat inconnu, il y a un passage qu'il faut surveiller et protéger du feu, répondit-il, laissant tomber ces mots comme des feuilles mortes sur la pierre. Il traça un cercle invisible de son index dans la poussière. Le feu, savez-vous, n'est pas toujours ce que l'on croit. Il éclaire, il réchauffe, mais il brûle aussi, dévore, peut détruire nos repères les plus précieux. Nous gardons la flamme, mais veillons à ce qu'elle ne s'embrase pas au mauvais moment, devant le mauvais regard. Walter sentit un vertige. La légende prenait chair, les murmures du passé prenaient voix. Mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Demanda-t-il, confus. L'inconnu sembla peser la question, puis répondit, énigmatique. Parfois, il suffit d'un regard trop attentif, d'une curiosité sincère. Ceux qui cherchent vraiment finissent par toucher le voile. En ce siècle, alors que les liens s'effritent, nous tâchons de passer le flambeau avant que la nuit ne soit trop profonde. Ses yeux accrochèrent les siens, brillants de patience. Vous avez vu ce qu'il ne fallait pas voir, Walter. Maintenant, il ne s'agit plus de reculer, mais d'avancer avec nous, ou de refermer le livre et d'oublier. Le silence pesa, épais. Walter crut discerner l'écho d'autres pas, d'autres présences dans la salle. Pourtant, il n'y avait que deux silhouettes tendues vers les secrets d'une mémoire collective. L'inconnu poursuivit. Les veilleurs sont héritiers d'une tradition plus ancienne que le marbre du Capitole. Nous ne mettons rien à l'écrit que nous ne puissions effacer. Ce que vous avez sous les yeux n'est qu'un leurre. Le véritable savoir se transmet d'esprit à esprit, par le regard, par la parole lors d'une heure propice. Walter sentit une chaleur nouvelle l'envahir, comme un feu souterrain sous la pierre. Mais si tout doit disparaître, pourquoi garder des traces? Pourquoi ce jeu de pistes? Murmura-t-il. L'autre pencha la tête en arrière, sourit comme devant un enfant. Il faut des cailloux blancs au bord du chemin pour guider ceux qui se perdent trop loin. Parfois, un étranger, un innocent, trouve une pierre, lève les yeux et découvre une étoile filante. La salle reprit son souffle. L'étranger fit un geste, lui tendant une clé ancienne, lourde, forgée à la main. « Voici votre choix, Walter. Cette clé ouvre l'armoire du fond, là où dorment les fragments de ce qui a été, de ce qui demeure. Mais, une fois ouverte, la porte ne se referme pas si facilement. Serez-vous l'un des nôtres? Ou préférez-vous clore ce chapitre et regagner l'oubli bienheureux des hommes ordinaires? » Sur son poignet, la montre de Walter vibrait doucement. Au loin, une rumeur de la ville filtrait, changeant de ton, comme si le destin en personne attendait sa décision. Walter hésita, hypnotisé par le cuivre lustré de la clé. Il ferma les yeux, une seconde à peine, et des images floutées surgirent.
Soldat inconnu, vieille statue d'argile enterrée, un vieillard près d'un feu de camp chantant des mots d'une langue perdue. Il tendit la main et choisit. La clé glissa dans sa paume, un poids réel et ancien. L'étranger s'écarta, l'invitant d'un mouvement du menton vers l'armoire. Walter traversa la salle, le cœur battant, coula la clé dans la serrure, entendit le déclic sourd. La porte en bois massif s'ouvrit sur une odeur de cire, d'encens et d'herbes séchées. Sur l'étagère du haut, des boîtes de métal gravées d'idéogrammes. Plus bas, des rouleaux de parchemin, noués par des fils rouges. Et au fond, un simple carnet à la couverture bleu nuit. Walter s'en saisit. Sur la première page, un nom, Elias Rennes, 1776. Sous ce nom, une introduction manuscrite, tremblante mais nette. À celui ou celle qui prendra ce livre lorsque tombera une nuit sans veille, sache que la flamme n'a jamais brûlé qu'à travers les âmes éveillées. Ne te laisse pas effrayer par les ombres. Page après page, Walter se trouva plongé dans un récit ancien. Les premiers feux des villages dissous à la fondation de la capitale, les cérémonies secrètes au-dessus du Potomac, les messages envoyés par des signaux de fumée puis par chiffrement. À chaque époque, des témoins furent choisis pour veiller quand les autres dormaient, pour garder mémoire des dangers oubliés, de l'espoir fragile transmis de génération en génération. Une nuit de 1860. Aujourd'hui, quelque chose de doux et de nouveau flotte dans l'air, un souffle qui caresse le sommeil inquiet de tout un peuple. C'est l'aube, promesse ténue mais obstinée, qui revient hanter les rêves de l'Amérique. Dans les maisons tranquilles, le silence est encore dense. Des enfants dorment, roulés en boule sous des couvertures trop grandes, bercés par le chuchotement lointain de la ville ou le vent qui remue les feuilles d'automne. À cette heure grise, fragile, les frontières se dissolvent. Ici, une petite fille dans le Bronx rêve qu'elle court pieds nus dans la brume, le cœur léger. Là, un garçon perdu dans le Nebraska espère, sans mots, qu'une aurore nouvelle saura guérir l'épuisement de ses parents. Que sont ces rêves, sinon de minuscules graines de lumière, plantées dans la terre profonde de l'Amérique? Chaque aube, pourtant, est différente. Il y a dans celle-ci une vibration particulière, un goût d'attente, comme si le pays tout entier, endormi dans son lit de contradictions et d'histoire, se préparait à repousser ses vieilles couvertures et à regarder le jour en face. Car l'Amérique, plus que nulle part ailleurs, n'appartient pas à son passé. Elle a bâti sa fortune sur les ruines et les promesses, sur la beauté féroce de ses paysages et la tourmente de ses contradictions. Et c'est à la pointe du matin, entre veille et sommeil, que le rêve revient rôder, obstiné, refusant de mourir. Sur une route désertée du Nouveau-Mexique, le goudron encore froid sous la lumière timide, un couple roule vers l'ouest. Ils ne parlent pas, mais dans leur silence, tout est dit. Chacun porte le fardeau de ses ancêtres et la fatigue accumulée de tant de générations qui ont cru, qui ont échoué, qui ont espéré à nouveau. Pourtant, chaque kilomètre gagné a le goût d'impossible. Par la fenêtre entr'ouverte, le vent s'engouffre, chargé de poussière et de promesses. L'homme pense à son père, venu du Chiapas avec le rêve en bandoulière, et la femme imagine la silhouette courbée de sa mère, plantant des tomates derrière une maison de la banlieue de Tucson. Toutes ces histoires individuelles tricotent ensemble la trame secrète d'un destin collectif. Celui d'un pays qui veut encore croire à son rêve, malgré les meurtrissures. Dans une chambre minuscule de Philadelphie, une jeune fille, les genoux serrés contre sa poitrine, écrit une lettre à l'enfant qu'elle pourrait être, ou à celui, ou celle qu'elle pourrait devenir. Elle se demande à haute voix, l'Amérique est-elle capable de se souvenir de son âme? Question vertigineuse qui flotte, sans réponse, dans le flottement ocre du petit matin. L'Amérique, cette énigme, ce battement de tambour qui résonne sous la peau de tous ses habitants. L'Amérique, qui s'est parfois égarée, parfois blessée, parfois perdue dans le tumulte de ses propres guerres. Et pourtant, elle demeure. Indocile, explosive, souvent injuste et parfois splendide. C'est un territoire de rêves, de cauchemars, de révolutions silencieuses. Aujourd'hui,
les enfants de l'Amérique rêvent à nouveau, nourris par le souvenir de ce que le pays a été et la tendresse féroce de ce qu'il pourrait devenir. Leurs aspirations ne ressemblent pas à celles de leurs grands-parents, ni même à celles de leurs parents. Ils rêvent d'un monde différent, délié des chaînes du passé, sans les murs invisibles du doute et de la peur. Ils rêvent à voix basse, dans la lumière fragile des aubes nouvelles, qu'il y aurait une manière de grandir, de s'aimer, de vivre ensemble autrement. Au sommet d'un immeuble de Chicago, un garçon s'approche de la fenêtre. Il regarde le fleuve sinueux en contrebas, les ponts qui enjambent la ville, l'entrelaçant comme des veines sous la peau de l'Amérique. Il voit la ville qui s'éveille, lentement, hésitante, grouillante déjà de désir et d'attente. Il se sent infiniment petit et pourtant relié à tout cela, comme une goutte d'eau prise dans une crue immense. L'Amérique, pense-t-il, c'est ce frémissement juste avant l'aube, cette hésitation magnifique entre l'ombre et la lumière. C'est le rêve qui revient, tenace, chaque fois qu'on croit l'avoir perdu. Mais à quoi rêve un enfant de l'Amérique d'aujourd'hui? Peut-être à une école sans peur, à des rues où les différences ne sont plus des frontières mais des liens à tresser. Peut-être à un soleil qui se lève sur des visages confiants et des cœurs habités par la curiosité plutôt que la crainte. Il rêve d'un monde où l'on s'écoute, où la tendresse n'est pas une arme secrète sortie en cas d'urgence, mais la monnaie courante d'une humanité réconciliée. Au bord du lac Michigan, une fillette bâtit un château de sable alors que la brume traîne encore au-dessus de l'eau. Elle ne se rend pas compte que sous ses doigts, elle reproduit en miniature le pays tout entier. Fragile, mouvant, incertain, mais capable aussi d'une architecture audacieuse, inattendue. Son frère l'aide, ramassant des cailloux polis par la vague, discutant de tout et de rien. Sa mère les regarde à distance, le regard perdu au-delà du rivage, comme si elle guettait déjà une rive autrefois entrevue, un rivage sans douleur, sans exil. Dans leur insouciance, dans la simplicité de leur obstination, les enfants de l'Amérique inscrivent dans le sable le rêve qui refuse de mourir. Toute une génération observe le pays avec des yeux neufs, refuse les réponses toutes faites, questionne les vérités établies, ose la colère, l'amour, la joie. Et, surtout, ose croire que derrière les cicatrices, derrière la lassitude et la peur, il existe encore un fil délicat qui relie chacun à l'âme oubliée du pays. Car c'est là que réside le véritable visage de l'Amérique. Ni dans la majesté froide des monuments, ni dans les discours enflammés des tribunes, encore moins dans les promesses souvent trahies des politiciens. L'Amérique, son esprit, vit secrètement dans le murmure des petits matins, dans le regard complice de l'inconnu croisé au détour d'une rue, dans les mains qui se tendent, hésitantes, pour tisser une trêve fragile. C'est cela que les enfants sentent, à demi conscients, dans la chaleur qui monte du trottoir, dans la caresse du vent sur leur peau, dans la lenteur inquiète des minutes avant le réveil. Un garçon de Houston ferme les yeux et imagine un monde sans peur. Pour lui, l'Amérique n'est pas une certitude, mais une possibilité. Il ne se sent pas écartelé entre deux langues, deux cultures. Au contraire, il se sent agrandi, bercé par la promesse d'un pays capable de tout contenir, tout accueillir, tout réinventer. Dans cette brève lévitation où le rêve prend toute la place, il effleure la liberté pure, celle que ses aïeux ont cherchée, pas seulement pour eux, mais pour tous les suivants. Ailleurs, dans un quartier de San Francisco, une adolescente observe sa grand-mère qui arrose les pivoines. La vieille femme chante bas, une rengaine en cantonais, et la jeune fille devine dans ce chant quelque chose de l'ancien monde, de la dignité invincible, des souffrances enfouies. Mais elle entend aussi une promesse. Elle la porte en elle, sourdement, tout en observant le brouillard matinal se dissiper sur les collines. Pour elle, le rêve américain n'est pas l'accumulation de biens ou la réussite tapageuse. Il est cette faculté d'inventer quelque chose de beau à partir de tant de différences, de tant de blessures, un art fragile du mélange, où l'on appartient tout à la fois ici et ailleurs. Dans une ferme du Dakota, un adolescent nourrit les chevaux avant que le soleil ne perce l'horizon. Il sent le souffle chaud des bêtes, le froid matinal sur son visage, la paix ancienne qui règne dans les granges.
Son rêve n'a pas de mots. Il est dans le geste, dans la routine, dans le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Il sait que le monde change, que les certitudes d'hier ne survivront pas toutes aux tempêtes de demain, mais il accepte ce flux, cette incertitude. Et dans cette acceptation même, il sent naître une forme nouvelle d'espérance. Ainsi va l'Amérique, prise dans l'étreinte de son rêve intérieur, un rêve ancien remis sans cesse à l'ouvrage, altéré, renouvelé, jamais achevé. Les enfants d'aujourd'hui n'ont pas oublié les bruits de bottes, les lames de haine, la violence qui rôde parfois derrière les portes closes. Mais ils savent aussi que chaque blessure ouvre la porte à un renouveau secret, à une forme de lumière éclatée, certes imparfaite, mais irrésistible. À l'écart de la fureur et des slogans, ils bâtissent patiemment des îlots de confiance, des parenthèses de beauté possible, bataillant nuit et jour contre le doute, contre la lassitude de ceux qui voudraient que tout reste immobile. Peut-être que, justement, le courage de ces enfants n'est pas tant de croire aux rêves que de refuser qu'il soit un musée, un objet exposé qu'on visite sans jamais le toucher. Ils le prennent à pleine main, parfois maladroitement, parfois comme on agrippe une étoile filante. Ils l'incarnent, réinventent sa langue, ses gestes, y mêlent leur culture mêlée, leur mémoire morcelée, leurs espoirs trop grands pour entrer dans une seule histoire. C'est ainsi que naît, chaque matin, l'aube du nouveau monde. Pas dans les cérémonies officielles ou les décrets présidentiels, mais dans le regard étonné qu'on pose sur la lumière qui entre par la fenêtre, dans le sourire timide échangé sur le chemin de l'école, dans la main qu'on tend à l'étranger, parce qu'on devine que derrière le mot étranger, il n'y a qu'un cœur semblable au sien. L'Amérique renaît à elle-même à chaque instant où elle cesse de s'enfermer dans l'attente d'un passé révolu, pour embrasser le flux incertain de la vie, du mélange, du devenir. Sous la surface, la pulsation du rêve ne s'est pas interrompue. Elle habite la moindre fissure, la moindre chanson, le moindre espoir tue. C'est ainsi que s'achève cette saga. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner à Saga Ancestrale pour d'autres récits fascinants. À bientôt!